lors du dîner célébrant la promotion de ma femme. Elle a lancé « Il n'est là que pour la nourriture gratuite ». Tout le monde a ri. Puis, le propriétaire du restaurant s'est approché. « Monsieur, votre table habituelle ?» La salle a soudainement plongé dans le silence. Ma femme a murmuré « Que veux-tu dire par habituel ?» Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Ce soir-là, dans ce restaurant où les réservations se font des mois à l'avance, où chaque plat coûte plus cher que ce que beaucoup gagnent en une semaine, ma femme, Gloria, venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Mais elle ne le savait pas encore. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Car cette histoire n'a pas commencé cette nuit-là. Elle a débuté il y a 12 ans, lorsque j'ai décidé qu'être dans l'ombre offrait plus de pouvoir que d'être sous les feux de la rampe. Pendant 12 ans, j'ai été le mari invisible. Celui qui l'accompagnait au dîner d'entreprise, sans jamais dire grand-chose. Celui qui souriait poliment, lorsque ses collègues lui demandaient ce que je faisais dans la vie. Et Gloria répondait toujours par des esquives, ou par de petites blagues légères. J'étais l'homme dont personne ne savait rien, simplement parce que personne ne posait la question, et que je n'offrais jamais d'informations. Vous voyez, il existe un type de pouvoir que les gens ne comprennent pas. Le pouvoir silencieux. Celui de la personne qui contrôle la situation, sans que personne ne remarque qu'elle tire les ficelles. Gloria a bâti sa carrière dans le marketing. Elle a gravi les échelons au sein d'un cabinet prestigieux, un univers où les égos sont aussi démesurés que les contrats qu'ils gèrent. Je l'ai accompagnée à chaque événement, à chaque gala, à chaque dîner d'affaires. J'étais toujours habillé de manière appropriée, toujours courtois, et toujours silencieux. Les gens faisaient des suppositions. Ils présumaient que j'étais un mari entretenu, que je vivais sur son salaire, et que je n'avais rien de mieux à faire que de la suivre dans ses célébrations. Je ne les ai jamais corrigés. Je n'en ai jamais ressenti le besoin. Ce soir-là, le Verdis était plein à craquer, comme toujours. C'est l'un de ces endroits où l'élite des affaires se rend pour être vue, où les accords se concluent entre des plats signatures et des vins à 800 € la bouteille. Gloria avait réservé une grande table. Elle avait invité Béatrice, sa patronne et associée principale du cabinet, ainsi que Monica, et d'autres cadres de l'équipe. Elle voulait que tout le monde assiste à sa promotion, à son moment de gloire, à son succès. J'étais assis à côté d'elle, comme à mon habitude, faisant partie du décor. Béatrice a porté un toast. Elle a parlé de talent, de vision stratégique, et de la façon dont Gloria avait transformé la division marketing régionale. Tout le monde a applaudi. Gloria rayonnait, littéralement, dans cette robe couleur ivoire qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Elle portait ces bijoux que je lui avais offerts pour notre anniversaire, des joyaux qu'elle arborait sans même se souvenir d'où ils venaient. Puis, Monica, toujours curieuse, toujours désireuse de se montrer sympathique, m'a regardé et a demandé « Mathias, dites-nous ce que vous faites. Gloria ne nous a jamais beaucoup parlé de vous. » J'ai vu Gloria se crisper pendant une fraction de seconde. J'ai remarqué comment ses doigts se sont légèrement resserrés sur son verre. Je connaissais cette réaction. C'était de l'inconfort. C'était l'instant précis où elle allait devoir expliquer qui j'étais, et elle ne savait jamais comment s'y prendre, car elle ne s'était jamais posé la question. Elle a ri. Ce rire qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait. Mathias va bien. Mathias est là. Un autre rire. Elle a regardé Béatrice, cherchant sa complicité. Honnêtement, je crois qu'il ne vient que pour la nourriture gratuite. La table a éclaté de rire. Béatrice a ri. Monica a ri de façon un peu gênée, mais elle a ri quand même. Les autres cadres se sont joints à elle. Tout le monde se moquait de moi, du mari invisible qui ne faisait rien, qui n'apportait rien, qui était juste là pour occuper de l'espace. Je n'ai rien dit. J'ai pris une autre gorgée de mon vin, un Château Margaux 2005. Je savais exactement combien il coûtait, car j'avais personnellement sélectionné ce millésime pour la cave du Verdis, 3 ans auparavant. Gloria a continué, enhardie par l'hilarité générale. Non, sérieusement, c'est un amour de toujours m'accompagner. Tous les maris ne sont pas aussi disponibles. Nouveau rire. Elle savourait l'instant, désormais. Elle était le centre de l'attention. La femme à succès, flanquée d'un mari décoratif qui n'interférait en rien avec son éclat. Et puis, Ravière est apparue. Ravière,
le propriétaire du Verdis, un homme d'une cinquantaine d'années possédant cette prestance que seul le véritable succès confère, s'est dirigé directement vers notre table. Pas vers Gloria. Vers moi. Monsieur Mathias, a-t-il dit, arborant ce sourire à la fois professionnel et sincère. Quel plaisir de vous voir ici. Votre table habituelle est disponible. Ou préférez-vous rester avec votre groupe, ce soir? Le silence fut immédiat, absolu. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la salle entière. Gloria a cessé de rire. Sa main s'est figée à mi-chemin de son verre. Béatrice a froncé les sourcils, confuse. Monica regardait Ravière, puis moi, comme si elle essayait de résoudre une énigme complexe. Sa table habituelle, a répété Gloria dans un murmure. Sa voix avait perdu toute l'assurance qu'elle affichait 30 secondes plus tôt. Que voulez-vous dire par habituel? J'ai regardé Ravière, et j'ai esquissé un léger sourire. Je suis très bien ici pour ce soir, Ravière. Merci. Il a hoché la tête. Bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit du tout, faites-le moi savoir. Il a marqué une pause. Et toutes mes félicitations à votre épouse pour sa promotion. Vous devez être très fier. Il s'est éloigné. À table, le silence était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Gloria me dévisageait, maintenant. Elle me regardait vraiment, peut-être pour la première fois depuis des mois. Mathias, tu connais le propriétaire? Nous nous sommes croisés quelquefois, ai-je répondu simplement. Quelquefois, est intervenue Béatrice. Son ton n'était plus le même. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle me regardait, à présent. Vous avez une table habituelle au Verdis. Je n'ai pas répondu directement, me contentant de prendre une nouvelle gorgée de vin. Monica s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Quelqu'un a essayé de relancer la conversation sur la promotion de Gloria, mais ce n'était plus pareil. L'atmosphère avait changé. Les regards posés sur moi avaient changé. Gloria avait cessé de briller. Maintenant, elle avait simplement l'air perplexe. Et il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Elle ne comprenait pas encore ce qui venait de se passer. Elle ne réalisait pas qu'en 30 secondes, tout son récit s'était effondré. Ce mythe du mari invisible, de l'homme qui n'était personne, du simple compagnon uniquement présent pour profiter du repas. Mais elle allait bientôt comprendre. Très bientôt. Car cette nuit-là n'était que le commencement. Le reste du dîner fut étrange, inconfortable, d'une manière que Gloria ne savait pas gérer. Elle a essayé de reprendre le contrôle à plusieurs reprises. Elle a parlé de ses projets pour le prochain trimestre, du nouveau client qu'elle comptait décrocher. Mais chaque tentative semblait forcée. Les rires ne coulaient plus comme avant. Béatrice m'observait. Pas de façon évidente, mais je remarquais ses regards en biais, la façon dont elle m'étudiait lorsqu'elle pensait que je ne faisais pas attention. Monica avait cessé de poser des questions, mais son malaise était palpable. Les autres cadres se concentraient un peu trop sur leurs assiettes. Et Gloria. Gloria me regardait toutes les 5 minutes, comme si elle venait tout juste de me rencontrer. Comme si, après 12 ans de mariage, j'étais soudainement devenu un parfait étranger. Au moment de régler l'addition, elle a sorti sa carte d'entreprise avec ce geste confiant dont elle avait l'habitude. La note est arrivée sur la table. 3200 €. Un dîner onéreux, même selon les standards du Verdis. Avant qu'elle ne puisse tendre sa carte, le serveur a souri poliment et a déclaré « L'addition est déjà couverte, gracieuseté de Monsieur Ravière ». Gloria a cligné des yeux. Quoi? Non, il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, madame. Monsieur Ravière a insisté. Elle m'a regardé. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement levé, et je lui ai tendu la main pour l'aider à se lever. Un geste que j'avais fait des centaines de fois. Un geste qu'elle acceptait toujours sans réfléchir. Cette fois-ci, elle a hésité avant de prendre ma main. Dans la voiture, pendant les 10 premières minutes, aucun de nous n'a prononcé un mot. Je conduisais calmement, comme d'habitude. Elle regardait par la fenêtre, mais je pouvais sentir la tension irradier de son corps. Finalement, elle n'a pas pu tenir plus longtemps. Tu vas me dire ce que c'était que ça? Qu'est-ce qui était quoi? Ne joue pas à l'idiot, Mathias. Le propriétaire du restaurant,
ta table habituelle, l'addition offerte. C'était quoi, tout ça? J'ai gardé les yeux fixés sur la route. Ravière et moi, nous nous connaissons. Je te l'ai déjà dit. Comment le connais-tu? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu connaissais le propriétaire du Verdis? Tu n'as jamais demandé. Ces 4 mots sont tombés comme des pierres entre nous. Elle est restée silencieuse un instant, le temps de les assimiler. Ce n'est pas juste, a-t-elle fini par lâcher. Comment étais-je censé poser des questions sur quelque chose dont j'ignorais l'existence? Tu aurais pu poser des questions sur plein de choses, Gloria. Sur ce que je fais quand je ne suis pas à tes événements, sur mes journées, sur mon travail. Mais tu ne l'as pas fait. Pas depuis des années. J'ai entendu sa respiration changer. De la colère, une position défensive. Je te l'ai demandé. Et chaque fois que je le faisais, tu disais que tout allait bien, que ce n'était que des investissements, du conseil, des trucs ennuyeux. Et c'était vrai. Ce sont des choses ennuyeuses, du moins pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. Nous sommes arrivés chez nous, cette maison située dans un quartier résidentiel huppé. Elle la présentait toujours comme sa réussite personnelle, comme le fruit de son ascension professionnelle. Elle ne mentionnait jamais que nous l'avions acheté comptant, 5 ans plus tôt, alors que son salaire couvrait à peine la moitié du prêt hypothécaire dont nous n'avions, de toute façon, jamais eu besoin. Cette nuit-là, nous avons dormi en silence. Elle était toujours perplexe. Je savais que les questions ne faisaient que commencer. Les jours suivants furent révélateurs. Non pas parce que je faisais quoi que ce soit de différent, mais parce que Gloria a commencé à observer. A vraiment observé. Elle m'a vu prendre des appels que je terminais dès qu'elle entrait dans la pièce. Sans comportement suspect, juste naturellement. Mais désormais, elle le remarquait. Elle vérifiait le courrier qui arrivait à la maison. Elle a vu des enveloppes provenant de cabinets d'avocats, d'institutions financières dont elle reconnaissait les noms. Car c'étaient les mêmes banques que son entreprise utilisait pour ses comptes corporatifs les plus importants. Un matin, elle a trouvé une enveloppe de Goldman Sachs. Elle l'a ouverte. C'était un relevé, des chiffres d'investissement qui lui ont demandé un moment de réflexion, car il comportait beaucoup trop de zéros. Elle m'a trouvé dans la cuisine, en train de boire un café. Mathias, c'est arrivé pour toi. Elle m'a montré le papier. Est-ce que c'est réel? J'ai regardé le document sans grand intérêt. Oui, c'est le rapport trimestriel. Il y a 400 000 euros, ici. Dans ce compte? Oui, sur ce compte. Sa voix est montée d'une octave. Combien de comptes as-tu? Autant que nécessaire. Elle a posé le papier sur la table, comme s'il la brûlait. Je ne comprends pas d'où ça vient. Que fais-tu, exactement? Je me suis resservi du café, calmement. J'investis. Je fais du conseil. J'ai des participations dans certaines entreprises. Quelles entreprises? Des restaurants, principalement. Un peu d'immobilier. De la technologie, aussi, mais c'est plus récent. Des restaurants. Elle est restée immobile. Des restaurants comme le Verdis? Le Verdis fait partie d'un groupe. Je possède une part majoritaire dans la chaîne. Je l'ai vu assimiler l'information. J'ai vu le moment précis où elle a compris. L'instant où elle s'est souvenue de sa propre blague. Il n'est là que pour la nourriture gratuite. Tout le monde qui riait, elle qui savourait la scène, et le propriétaire du restaurant, qui m'appartenait, me traitant avec respect pendant qu'elle m'humiliait. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Sa voix était toute petite, maintenant. Parce que cela n'a jamais été pertinent pour toi. Tu avais ta carrière, ton monde. J'avais le mien. Ça fonctionnait ainsi. Ça fonctionnait. Elle a remarqué le passé. Ça ne fonctionne plus? Je n'ai pas répondu. J'ai juste fini mon café, et j'ai quitté la cuisine. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'Audréan. Audréan avait été mon associé lors de nos premières années. Nous avions commencé avec de petits investissements qui, par la suite, s'étaient transformés en un portefeuille considérable. Aujourd'hui, il était le PDG d'une société de capital investissement, et l'un de mes contacts les plus proches. Mathias, il faut qu'on parle de Quantum. Quantum était l'entreprise où travaillait Gloria.
Le cabinet de marketing haut de gamme où elle venait tout juste d'être promue. Qu'y a-t-il avec Quantum? Tu sais que nous avons une participation de 40%. Béatrice m'a appelé aujourd'hui. Elle pose des questions sur toi. Quel genre de questions? Elle veut savoir si tu connais quelqu'un au conseil d'administration, si tu as des liens avec l'entreprise. Elle a trouvé cette histoire au verdict étrange, et elle a commencé à faire le lien. Tu lui as dit quelque chose? Je lui ai dit qu'elle devrait te parler directement si elle voulait des informations. Mais Mathias, elle est intelligente. Elle va finir par le découvrir. Je sais. Veux-tu que je gère ça d'une manière particulière? Non. Laisse-la découvrir ce qu'elle doit découvrir. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Audréan me connaissait assez bien pour comprendre ce que cela signifiait. La promotion de Gloria, a-t-il finalement repris, est passée devant le conseil le mois dernier. Tu étais à cette réunion. J'y étais. Tu as voté pour. J'ai voté pour. Et maintenant? Maintenant, rien. Elle a eu sa promotion. Elle l'a méritée. Ou, du moins, c'est ce qu'elle pense. Nouveau silence. Que s'est-il passé, Mathias? Rien qui ne se soit déjà passé depuis des années. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne rien remarquer. Nous avons raccroché. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, à la maison. Ce bureau où Gloria n'entrait presque jamais, car elle supposait que ce n'était qu'un espace pour me tenir occupé pendant qu'elle bâtissait son empire. Sur mon bureau, j'avais 3 écrans. L'un affichait les mouvements du marché, un autre les rapports immobiliers. Sur le 3e, l'organigramme de Quantum Marketing Group. Le nom de Gloria y figurait, directrice du marketing régional. Elle relevait directement de Béatrice, et Béatrice relevait d'un conseil d'administration où j'avais voix au chapitre, par l'intermédiaire d'Audréan. Pendant 12 ans, j'avais été là, dans l'ombre, à soutenir des fondations dont elle ignorait même l'existence. Et maintenant, j'avais tout simplement arrêté. Non par vengeance, non par cruauté. Juste parce que j'étais fatigué d'être invisible aux yeux de la seule personne qui aurait dû me voir. La semaine suivante, Gloria a commencé à se comporter différemment. Elle était plus attentive, plus présente. Elle posait des questions sur ma journée, des questions qu'elle n'avait jamais l'habitude de poser. Des interrogations qui semblaient sincères, mais dont je savais qu'elles provenaient de la peur, et non d'un réel intérêt. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait-elle quand je rentrais. « Bien. » « Des réunions ?»« Les habituelles. »« Quel genre de réunions ?»« Des investissements. »« Des révisions de portefeuille. » Rien d'excitant. Elle insistait davantage. « Mais avec qui te réunis-tu ?»« Ça dépend des jours. » Audréan, généralement. Et quelques autres associés. Audréan? Audréan Torres? Le PDG de Torres Capital? Le même? Je l'ai vu faire des calculs mentaux. Torres Capital était l'une des firmes les plus importantes de la ville. Il gérait des investissements de plusieurs centaines de millions. Elle les connaissait, car Quantum essayait d'en faire un client depuis des années, sans succès. Comment connais-tu Audréan Torres? Nous étions associés il y a quelque temps. Nous avons commencé ensemble. Associés en quoi? Dans des investissements, l'immobilier au début, puis nous nous sommes développés. Chaque réponse que je donnais était vraie, mais aussi incomplète. Et elle le savait. Je pouvais voir la frustration grandir sur son visage. Le besoin désespéré de comprendre comment elle avait pu vivre 12 ans avec quelqu'un qui, soudainement, lui semblait être un parfait inconnu. Un vendredi de cette même semaine, Gloria est rentrée tôt. Inhabituellement tôt. Elle arborait cette expression que je connaissais bien. Il s'était passé quelque chose au travail. Il faut que je te parle, a-t-elle dit, sans même retirer ses chaussures. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je t'écoute. Béatrice m'a convoqué dans son bureau aujourd'hui. Elle m'a posé des questions étranges. Quel genre de questions? Sur toi. Sur la durée de notre mariage, sur ce que je savais de tes affaires. Elle a fait une pause. Elle m'a demandé si je savais que tu étais lié au conseil d'administration de Quantum. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de la regarder. Mathias, es-tu lié au conseil d'administration de mon entreprise? Définis lié.
Ne joue pas avec moi. Sa voix s'est légèrement brisée. As-tu quelque chose à voir avec Quantum? J'y ai une participation par le biais d'investissement. Oui. Quel pourcentage? 40%. Je l'ai vu pâlir, perdre littéralement toutes les couleurs de son visage. 40%. Elle l'a répété comme si ces mots n'avaient aucun sens. Ça veut dire que tu es au conseil d'administration. Techniquement, Audrey en représente mes intérêts. Mais oui, j'ai mon mot à dire dans les décisions importantes. Les décisions importantes. Sa voix montait d'un cran. Les décisions importantes, comme les promotions, entre autres choses. Ma promotion. Ce n'était pas une question. C'était une prise de conscience. Ma promotion est passée par le conseil le mois dernier. Béatrice me l'a dit. Elle m'a affirmé qu'elle avait été approuvée à l'unanimité. Elle m'a regardé avec des yeux où se mêlaient l'horreur et la compréhension. Tu as voté pour ma promotion. J'ai voté pour. Si c'est ce que tu demandes. Pourquoi? Elle a presque hurlé le mot. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais actionnaire de ma propre entreprise? Parce que lorsque j'ai acheté ces actions, il y a 7 ans, tu n'y travaillais que depuis 6 mois. Tu n'étais encore personne d'important. Je ne voyais aucune raison d'en parler. Tu ne voyais aucune raison. Elle a ri, mais ce n'était pas un vrai rire. C'était le son d'une personne au bord du gouffre. Tu ne voyais aucune raison de me dire que tu possédais 40% de la boîte où je travaille. Ça n'interférait pas avec ton travail. Je n'ai jamais utilisé ma position pour t'avantager directement. Chaque promotion que tu as obtenue l'a été au mérite. Du moins, c'est ce que je croyais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je me suis levé, et j'ai marché vers la fenêtre. À l'extérieur, le quartier paraissait calme. De grandes maisons, des voitures chères. Le genre d'endroit où vivent les gens qui réussissent. Le genre d'endroit que Gloria avait toujours désiré. Cela veut dire que, maintenant, Béatrice se pose les mêmes questions que toi. Elle se demande quelle part de ton succès t'appartient vraiment. Elle se demande si les clients que tu as obtenus, les contrats que tu as signés, sont dus à tes compétences. Ou à des relations dont tu ignorais l'existence. Ce n'est pas juste. J'ai travaillé dur. Chaque client, chaque contrat, c'est le fruit de mes efforts. Je me suis tourné pour la regarder. Vraiment? Tu te souviens de ton premier gros client? Westbrook Industries. Un contrat de 200 000 € par an. C'est arrivé 3 mois après tes débuts en tant que manager junior. Je l'ai mérité. J'ai fait une présentation brillante. Tu as fait une bonne présentation. Mais Westbrook est l'un de mes locataires. Ils occupent 3 locaux commerciaux dans des immeubles qui m'appartiennent. Le PDG me devait une faveur. J'ai pensé qu'un petit coup de pouce ne ferait pas de mal. J'ai vu l'information la frapper de plein fouet. J'ai vu comment elle passait mentalement en revue toute sa carrière, ses réussites, se demandant combien d'entre elles étaient réelles. Quoi d'autre? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Maintenant, tu veux la liste complète? C'est à toi de me le dire. Ton MBA. Tu pensais avoir obtenu cette bourse grâce à ton excellence académique? Tu l'as eu parce que j'ai fait un don de 100 000 € à ce programme, cette année-là. De façon anonyme, bien sûr. Elle s'est effondrée sur un canapé. La famille Martinez, tes plus gros clients actuels. 3 millions par an en contrat. Ricardo Martinez joue au golf avec moi tous les jeudis. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un de compétent en marketing. J'ai glissé ton nom. La conférence à Madrid l'année dernière. Où tu as rencontré la moitié de tes contacts européens actuels. Tu pensais avoir été choisi comme intervenante parce qu'ils avaient remarqué ton travail? Tu as été sélectionné parce que je sponsorise cet événement depuis 5 ans. J'ai suggéré ton nom au comité d'organisation. Cette maison. Tu penses que nous l'avons achetée avec tes bonus et mes économies? Je l'ai payé comptant. Le papier que tu as signé n'était là que pour sauver les apparences. Arrête, a-t-elle crié. Elle avait les larmes aux yeux. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'aider en secret, sans jamais me le dire? Je me suis assis en face d'elle, calme, maître de moi-même. Parce que je t'aimais. Parce que je voulais te voir réussir.
Parce que je pensais que si j'avais le pouvoir de faciliter ton parcours sans que tu le saches, sans que tu te sentes redevable, pourquoi ne pas le faire? Alors pourquoi me le dire maintenant? Pourquoi tout gâcher? Parce que j'en ai eu marre d'être invisible. J'en ai eu marre d'aller à tes événements et d'être le mari dont tu as honte. Celui qui n'est là que pour la nourriture gratuite. Celui qui ne fait rien d'important. Je n'avais pas honte de toi. Si. Chaque fois que quelqu'un posait des questions sur moi, tu changeais de sujet. Chaque fois que tu devais me présenter, tu le faisais de manière floue. Comme si je n'étais personne. Comme si je ne comptais pas, parce que tu ne m'avais jamais dit que tu étais quelqu'un. Je n'aurais pas dû avoir à te le dire. Tu aurais dû être curieuse. Tu aurais dû vouloir savoir. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tant que je n'interférais pas avec ton image de femme d'affaires accomplie, qui s'est faite toute seule, tout allait bien. Elle pleurait ouvertement à présent. Et maintenant? Que va-t-il se passer maintenant? Comment ça? Mon travail, ma carrière. Béatrice le sait. Elle va penser que tout était faux. Elle va penser que je ne mérite pas d'être là où je suis. Peut-être devrais-tu te demander si elle a raison. C'est cruel. C'est honnête. Je me suis levé. Pendant 12 ans, j'ai soutenu ton monde à ton insu. Maintenant, j'ai simplement arrêté. La suite dépend de toi. De la part de ton succès qui était réel, et de celle qui reposait sur des fondations dont tu ignorais l'existence. J'ai quitté la pièce, la laissant là, en pleurs, confrontée à une vérité qu'elle avait esquivée pendant des années. Je ne ressentais aucune satisfaction. Je ne ressentais aucun esprit de vengeance. J'éprouvais juste le poids de 12 années d'invisibilité glissé enfin de mes épaules. Les jours suivants furent silencieux. Gloria partait travailler tôt, et rentrait tard. Lorsque nous nous retrouvions dans la même pièce, nous nous parlions à peine. Elle me regardait, parfois, comme si elle essayait de déchiffrer un code dont elle n'avait jamais connu l'existence. J'ai continué ma routine habituelle, réunions, appels, révisions d'investissement. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Je pouvais le sentir. Le mardi, j'ai reçu un appel de Ravière. Mathias, je dois vous informer de quelque chose. Gloria a appelé le restaurant ce matin. Elle voulait réserver une table pour un dîner d'affaires le mois prochain, pour 20 personnes. Et je lui ai dit que j'étais vraiment désolé, mais que nous étions complets à cette date. Elle a insisté. Elle a mentionné votre nom, et a dit qu'il y aurait sûrement de la place pour vous. Je me suis adossé à mon fauteuil. Que lui avez-vous répondu? Je lui ai dit que les réservations se faisaient en fonction des disponibilités, sans aucune exception. Et que si elle le souhaitait, elle pouvait réessayer avec un préavis de 3 mois, comme tous les autres clients. Bien. Ravière, traitez Gloria comme n'importe quel autre client. Aucune faveur spéciale, aucun traitement de faveur. Comme il se doit. Il y a eu une pause. Compris. Je voulais juste que vous soyez au courant. Nous avons raccroché. J'ai fixé mon téléphone. Gloria commençait à utiliser mon nom comme un outil. À essayer de tirer parti de relations dont elle venait tout juste d'apprendre l'existence. Cela allait devenir intéressant. Ce soir-là, elle est rentrée furieuse. Elle a marché dans la maison d'un pas lourd, et a jeté son sac à main sur le canapé avec plus de force que nécessaire. As-tu appelé Ravière? Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. Non. Il a refusé ma réservation. Il m'a dit qu'il n'y avait plus de place. Que je devais attendre 3 mois, comme tout le monde. Alors c'est qu'il n'y a plus de place. Le Verdis est un restaurant exclusif. Ce sont des choses qui arrivent. Mais tu en es le propriétaire. Tu pourrais me trouver une table. Maintenant, je la regardais. Pourquoi ferais-je cela? Parce que je suis ta femme. Parce que j'ai besoin de ce dîner pour conclure un contrat important. Parce que tu le peux. Il y a 2 semaines, j'étais le mari qui n'était là que pour manger gratuitement. Maintenant, je suis utile parce que tu peux utiliser mon nom pour obtenir des faveurs. Ce n'est pas comme ça. Si, Gloria. Pendant 12 ans, tu n'as jamais voulu de mon aide. Tu n'as jamais demandé si je pouvais t'aider en quoi que ce soit. Tu as construit ton mythe de la réussite indépendante. Et maintenant que tu découvres que j'ai des relations, soudainement, tu as besoin de passe-droit.
Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu utilises mon nom quand ça t'arrange, après m'avoir traité comme si je n'étais personne. Elle a ouvert la bouche, puis la refermée. Elle n'avait aucun argument à opposer. Fais ta réservation avec 3 mois d'avance, comme tout le monde, ou trouve un autre restaurant. Il y en a plein en ville. J'ai quitté la pièce avant qu'elle ne puisse répondre. Le jeudi, Audrey m'a rappelé. Nous avons un problème. Quel genre de problème? Béatrice a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Elle veut discuter des conflits d'intérêts, et plus spécifiquement du cas de Gloria. Quand? Demain, vendredi, à 15 heures. Tu viens? Je n'assistais généralement pas aux réunions en personne. Je laissais Audrey tout gérer. Mais cette fois, c'était différent. J'y serai. Le vendredi, je suis arrivé dans les bureaux de Quantum à 14h45. C'était la première fois que je pénétrais dans ce bâtiment où Gloria travaillait depuis 7 ans. Un immeuble moderne, tout de verre et d'acier, conçu pour impressionner. Le genre d'endroit où les apparences sont primordiales. La réceptionniste m'a reconnu. Ou plutôt, elle a reconnu mon nom lorsque je me suis présenté. J'ai vu ses yeux s'écarquiller légèrement. Monsieur Mathias, bien sûr. La salle du conseil est au 18e étage. Monsieur Torres est déjà arrivé. Dans l'ascenseur, quelques employés sont montés avec moi. J'ai surpris des bribes de leur conversation. Ils parlaient de Gloria, de la façon dont elle avait été stressée toute la semaine, et des rumeurs selon lesquelles il se passait quelque chose à la direction. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé les numéros défiler. La salle du conseil était exactement comme je l'avais imaginé. Une longue table en bois sombre, des chaises ergonomiques en cuir, une vue panoramique sur la ville. Audrey était là, accompagnée de Béatrice et de 3 autres membres du conseil, que je connaissais d'après les rapports, mais que je n'avais jamais rencontrés en personne. Tous se sont tournés à mon entrée. Béatrice s'est levée immédiatement. Monsieur Mathias. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne. J'ai pensé que ce serait approprié, vu les circonstances. Nous nous sommes assis. Béatrice a ouvert un dossier. Merci à tous d'être venus avec un préavis aussi court. Comme je l'ai mentionné dans mon email, nous devons discuter d'une situation délicate. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Une situation impliquant votre épouse. Continuez. Gloria a été une employée précieuse pendant 7 ans. Sa récente promotion au poste de directrice régionale a été approuvée par ce conseil sur la base de son dossier et de ses résultats. Cependant, j'ai découvert des informations qui remettent en question la nature de ces résultats. Elle a sorti des documents du dossier, et les a distribués. Voici les principaux clients de Gloria au cours des 5 dernières années. J'ai enquêté sur les liens qui les unissent. Il s'avère que 80% de ces contrats les plus importants ont des liens directs ou indirects avec vous, Monsieur Mathias. Les autres membres du conseil examinaient les documents avec un intérêt grandissant. Béatrice a poursuivi, Westbrook Industries, locataire dans 3 de vos propriétés. Le groupe Martinez, dont Ricardo Martinez est votre partenaire de golf. Vanguard Technologies, une entreprise dans laquelle vous détenez une participation de 15%. La liste est encore longue. Où voulez-vous en venir, Béatrice, a demandé Audrey. Je veux en venir au fait que Gloria a bâti sa carrière sur des relations dont elle n'avait même pas connaissance. Des connexions que vous, Monsieur Mathias, avez fournies sans qu'elle le sache, et sans que ce conseil en soit informé. Suggérez-vous qu'il y a eu une conduite inappropriée, ai-je demandé. Je suggère qu'il y a un conflit d'intérêts massif qui n'a jamais été déclaré. Vous êtes un actionnaire majoritaire de cette entreprise. Votre femme en est une employée. Vous avez utilisé vos relations pour favoriser sa carrière, et vous ne l'avez jamais formellement déclaré. Techniquement, est intervenu Audrey, Mathias n'a jamais directement pesé sur les décisions concernant Gloria. Les clients sont venus grâce à ses relations personnelles, et non suite à une instruction corporative. Mais ces connexions existaient en raison de sa relation avec elle. C'est une limite très fine. L'un des autres membres du conseil, un homme plus âgé nommé Hugo, a pris la parole. Est-ce que Gloria était au courant de ces liens? Non, ai-je dit simplement. Elle n'en savait rien jusqu'à il y a 2 semaines. Rien du tout. Béatrice semblait sceptique. Votre propre femme ignorait que vous étiez actionnaire de son entreprise.
Non, elle ne le savait pas, comment est-ce possible? Parce qu'elle n'a jamais demandé. Et parce que je ne l'ai jamais mentionné. Notre relation fonctionnait de manière cloisonnée. Elle avait son monde professionnel. J'avais le mien. Béatrice s'est adossée à sa chaise. C'est extraordinaire, et problématique. Car maintenant, toute l'entreprise en parle. Les employés se demandent si Gloria mérite son poste, si ses réussites sont légitimes. Et franchement, je me le demande aussi. Ces chiffres sont réels, ai-je rétorqué. Les contrats qu'elle a conclus ont produit des résultats. On ne peut pas le nier. Mais ils sont venus par le biais de connexions qu'elle n'a pas générées. N'importe qui ayant accès à votre réseau aurait conclu ces mêmes contrats. Le silence est tombé sur la pièce. Elle avait raison. C'était la vérité dérangeante à laquelle j'avais déjà fait face, et celle que Gloria allait devoir affronter. Hugo a repris la parole. Quelle est votre position sur ce point, monsieur Mathias? Souhaitez-vous protéger votre épouse? Tout le monde me regardait, dans l'attente. C'était la question cruciale. Le moment qui définirait ce qui se passerait ensuite. Ma position, ai-je dit lentement, en pesant chaque mot, est que ce conseil doit prendre des décisions fondées sur ce qui est le mieux pour l'entreprise, et non sur ma relation personnelle. Gloria est ma femme, mais elle est votre employée. Si vous estimez qu'il y a un conflit d'intérêts, gérez-le comme bon vous semble. Béatrice a cligné des yeux. Elle s'attendait manifestement à ce que je me batte pour Gloria, que j'utilise mon pouvoir pour la protéger. Vous dites que vous n'interviendrez pas. Je dis d'arrêter de la traiter différemment parce qu'elle est ma femme. Évaluez-la comme vous le feriez pour n'importe quel autre employé à son poste. Si elle mérite d'être là, laissez-la rester. Sinon, prenez la décision qui s'impose. Si cela implique son licenciement. Ou au moins une rétrogradation, qu'il en soit ainsi. J'ai vu les regards s'échanger autour de la table. De la surprise, de la confusion. Personne ne s'attendait à cela. Audréan me regardait avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Du respect, peut-être. Ou de l'inquiétude. La réunion s'est poursuivie pendant encore 20 minutes. Des options ont été discutées, ainsi que des protocoles et des politiques de conflit d'intérêts qu'il faudrait mettre à jour. Finalement, il a été décidé que Béatrice parlerait directement à Gloria, qu'une évaluation de ses performances serait menée, et qu'il serait déterminé si son maintien à son poste actuel était tenable. J'ai quitté le bâtiment à 16h30. Le soleil était encore haut. La ville bourdonnait de l'activité typique d'un vendredi après-midi, les gens quittant le travail tôt pour planifier leur week-end. J'avais scellé le sort de ma femme. Ou plutôt, j'avais cessé de la protéger du sort qu'elle s'était forgé elle-même, à son insu. Je ne ressentais aucune culpabilité, juste un étrange sentiment de liberté. Gloria est rentrée ce soir-là après 22 heures. J'étais dans le salon, en train de lire. Je l'ai entendue entrer. J'ai entendu ses pas lents et fatigués. Lorsqu'elle est apparue dans l'encadrement de la porte du salon, j'ai vu qu'elle avait beaucoup pleuré. Elle s'est effondrée sur le canapé en face de moi. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Elle me regardait juste, avec un mélange de douleur et de quelque chose qui ressemblait à de la trahison. « Tu étais là » a-t-elle finalement dit. Sa voix semblait brisée. J'étais à la réunion du conseil. Béatrice me l'a dit. Elle m'a dit, il est venu en personne à la réunion où l'on a discuté de mon avenir dans l'entreprise. J'ai fermé mon livre. C'est exact. Et tu n'as rien dit. Tu ne m'as pas défendu. Je leur ai dit de prendre la bonne décision pour l'entreprise. Ce n'est pas me défendre, Mathias. C'est m'abandonner. C'est te traiter comme n'importe quel autre employé. Que voulais-tu exactement? Ne pas être jugé sur tes propres mérites? Mes mérites? Elle a eu un rire amer. Béatrice a passé 2 heures, cet après-midi, à démolir chacune de mes réussites. Chaque client, chaque contrat, chaque reconnaissance. Tout était lié à toi, d'une manière ou d'une autre. Elle m'a fait me sentir comme une fraude. T'a-t-elle fait te sentir ainsi? Ou as-tu découvert que tu en étais une? Comment peux-tu être aussi froid? Je me suis penché en avant. Gloria, pendant 12 ans, j'ai été le mari invisible. Celui qui ne faisait rien d'important. Celui qui n'était là que pour la nourriture gratuite.
Tu as construit toute ton identité sur le fait d'être la femme à succès, qui a tout accompli par elle-même. Et maintenant, tu découvres que rien de tout cela n'était vrai. Je ne suis pas froid. Je suis honnête. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu m'avertir que mes clients étaient liés à toi. Pourquoi faire? Pour que tu remettes en question chaque réussite? Pour que tu te sentes redevable de ton succès envers moi. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je t'aimais. Parce que je voulais te voir heureuse, et non pour avoir du pouvoir sur toi. Mais tu as eu du pouvoir sur moi pendant tout ce temps. Je l'ignorais, tout simplement. Tu l'ignorais. Donc, cela ne t'affectait pas. Tu as vécu ta vie en pensant que tu étais brillante, capable, que tu avais réussi par toi-même. Tu étais heureuse. N'était-ce pas suffisant? Pas quand c'était un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. Tu étais doué dans ton travail. Les clients t'appréciaient. Les contrats étaient signés parce que tu savais les gérer. J'ai juste ouvert les portes. Tu les as franchis. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais. Elle avait raison. Ce n'était pas la même chose. Mais je n'allais pas non plus prétendre que tout était de ma faute. Qu'a décidé Béatrice, ai-je demandé. Gloria s'est essuyé les yeux. Elle m'a mise sous évaluation de performance. J'ai 60 jours pour prouver que je peux générer des résultats sans utiliser tes connexions. Trouver de nouveaux clients, des clients qui n'ont rien à voir avec toi. C'est raisonnable. Raisonnable? Mathias, tes relations sont partout. La moitié des entreprises importantes de cette ville ont un lien avec toi. Comment suis-je censé éviter ça? Élargis tes recherches. Va dans d'autres villes. Utilise ton véritable talent. Si tu es aussi doué que tu l'as toujours cru, tu devrais pouvoir le faire. Et si je n'y arrive pas? Alors peut-être que Béatrice a raison de remettre en question ton poste. Je l'ai vu tressaillir, comme si je l'avais frappé physiquement. Je n'arrive pas à croire que tu es la même personne que j'ai épousée. Je suis exactement la même personne. C'est juste que tu me vois vraiment, pour la première fois. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Dehors, les lumières de la ville brillaient. Ce quartier parfait, cette vie parfaite qu'elle pensait avoir construite. Monica a démissionné, a-t-elle dit sans se retourner. Monica, de ton équipe? Oui. Elle a dit qu'elle avait reçu une meilleure offre dans une autre entreprise. Mais je sais pourquoi elle est vraiment partie. Parce que maintenant, tout le monde au bureau me regarde différemment. Parce que je suis la femme de l'actionnaire secret. Celle qui est arrivée là grâce à ses relations, et non à son talent. Ils te l'ont dit? Ils n'ont pas besoin de le faire. Je le vois sur leur visage, dans la façon dont ils ont arrêté de me demander conseil, et comment les conversations s'arrêtent quand j'entre dans une pièce. Alors prouve-leur le contraire. Elle s'est retournée brusquement. Comment peux-tu être aussi indifférent? C'est ma vie, ma carrière. Tout ce pourquoi j'ai travaillé s'effondre. Tout ce pourquoi tu as travaillé a été bâti sur des fondations dont tu ignorais l'existence. Maintenant, ces fondations ont été retirées. Si ce que tu as construit par-dessus était solide, ça tiendra. Sinon, ça tombera. C'est aussi simple que ça. Rien n'est aussi simple. C'est exactement aussi simple, Gloria. Tu as passé 12 ans sans rien me demander sur ma vie, sans aucune vraie curiosité sur qui j'étais, au-delà de mon statut de mari. Tu as supposé que j'étais inférieur à toi. Moins prospère. Moins important. Et tu as construit ton identité sur cette supposition. Ce n'est pas vrai. Si. À chaque événement auquel nous allions, à chaque dîner d'affaires, tu me présentais vaguement, mon mari. Tu ne donnais jamais mon nom complet. Tu ne mentionnais jamais que j'avais mes propres affaires. Parce que tu ne voulais pas qu'on te pose de questions. Tu ne voulais pas partager la vedette. C'est injuste. C'est la vérité. Et maintenant que la vérité a éclaté, tu es en colère. Non pas contre moi parce que je l'ai caché, mais contre moi parce que je t'ai laissé croire à quelque chose qui n'était pas vrai. Elle respirait bruyamment, maintenant. La colère et la douleur se mêlaient sur son visage. Que attends-tu de moi, Mathias? Que suis-je censé faire? Je veux que tu comprennes quelque chose. Pendant 12 ans, j'ai soutenu ton monde.
J'ai activé des connexions qui t'ont profité. J'ai déplacé des pions dont tu ignorais même la présence sur l'échiquier. Et je l'ai fait avec joie. Parce que je t'aimais. Parce que voir ton bonheur valait bien mon invisibilité. J'ai marqué une pause. J'ai laissé les mots s'imprégner. Mais cette nuit-là, au Verdis, quand tu as dit que je n'étais là que pour la nourriture gratuite, quand tout le monde a ri et que tu as savouré la plaisanterie à mes dépens. Quelque chose a changé. J'ai réalisé que mon invisibilité n'était pas seulement mon choix. C'était quelque chose dont tu avais besoin. Tu avais besoin que je ne sois personne, pour que tu puisses être quelqu'un. Ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. Peut-être pas, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai décidé que je ne voulais plus être invisible. Ni pour toi. Ni pour personne d'autre. Et alors? Tu détruis ma carrière en guise de punition? Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de la construire pour toi. Il y a une différence. Elle a secoué la tête. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Je ne sais plus qui tu es. C'est exactement ça. Tu ne l'as jamais su. Tu n'as jamais voulu le savoir. Et maintenant que tu dois l'accepter, ce que tu vois ne te plaît pas, Gloria s'est détournée, et a quitté la pièce. J'ai entendu ses pas monter les escaliers. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer, non pas en claquant, mais avec un doux clic définitif. Je me suis assis dans l'obscurité du salon. Dehors, une voiture est passée, puis une autre. La vie continuait, comme d'habitude. J'ai repensé aux 12 dernières années, à toutes ces fois où j'avais déplacé des pions en silence. À tous les appels que j'avais passés, à toutes les connexions que j'avais activées, tout cela pour qu'elle puisse briller. Et j'ai pensé à ce dîner. À son rire. À la façon dont tout le monde s'était joint à elle. À ce que j'avais ressenti à cet instant précis, invisible, même aux yeux de la personne censée me voir le plus clairement. Je ne regrettais pas ce qui était en train de se passer. Je ne me sentais pas coupable de ne pas l'avoir protégée lors de cette réunion du conseil. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'exister. D'exister vraiment. Pas en tant que mari de Gloria, ni comme l'homme de l'ombre, mais en tant que Mathias. En tant que moi-même. Et si cela impliquait que son monde s'effondre, c'est que ce monde avait peut-être besoin de s'effondrer. Peut-être avions-nous tous les deux besoin de voir ce qu'il resterait, une fois les illusions dissipées. Le silence de la maison était profond, mais il n'était pas inconfortable. C'était le silence de quelque chose qui s'achève, et d'autre chose, de différent, qui commence à prendre forme. Les semaines qui ont suivi furent étranges. Gloria et moi vivions sous le même toit, mais nous évoluions dans des mondes parallèles. Elle partait avant l'aube, et rentrait tard le soir. Lorsque nous nous croisions, le silence était épais, chargé de non-dits. J'ai poursuivi ma routine, réunion, investissement, appel avec Audréan et d'autres associés. Mais désormais, il y avait un changement. Je ne cachais plus rien. Je prenais des appels importants sans quitter la pièce. Je laissais des documents sur la table. Je parlais ouvertement de mes affaires quand j'étais à la maison. Non pas pour jeter quoi que ce soit au visage de Gloria, mais parce que j'avais cessé de faire semblant d'être invisible. Un après-midi, j'étais en appel vidéo avec un groupe d'investisseurs new-yorkais. Nous discutions de l'acquisition d'une chaîne d'hôtels. De gros chiffres, des décisions capitales. Gloria est entrée dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Elle m'a vu à l'écran, entouré de visages sérieux, discutant de sommes à 8 chiffres avec le naturel de quelqu'un qui fait ça tous les jours. Elle est restée figée, écoutant sans le vouloir, m'observant parler avec autorité de structures financières, d'évaluation, de conditions de négociation. Elle voyait un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, malgré 12 ans de mariage. Lorsque j'ai mis fin à l'appel, elle était toujours là, son verre d'eau à la main, me fixant. 100 millions, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. La chaîne d'hôtels entière. Oui. Tu en parles comme si c'était normal. Comme si c'était quelque chose que tu fais tous les jours. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Pas tous les jours, mais souvent. Combien d'argent as-tu, Mathias? La question flottait entre nous, directe, brute. Veux-tu vraiment le savoir? Oui. Après 12 ans de mariage, je crois que j'ai le droit de savoir. Je me suis adossé à ma chaise. En liquidité, environ 35 millions.
Les propriétés et les parts d'entreprise. On parle de 200 millions en valeur totale. Certains investissements sont plus difficiles à liquider que d'autres, mais c'est une estimation prudente. Je l'ai vu blêmir. Le verre d'eau tremblait légèrement dans sa main. 200 millions. Approximativement. Je pensais que tu avais peut-être 1 ou 2 millions d'économies, quelque chose de décent. Mais ça. Elle s'est assise lourdement sur une chaise. Comment as-tu pu accumuler une telle somme sans que je m'en aperçoive? J'ai commencé il y a 25 ans. De petits investissements qui ont fructifié, de l'immobilier quand le marché était bas. Des parts dans des startups qui sont devenues grandes. Chaque décision s'ajoutant à la précédente. Et je n'ai jamais dépensé sans compter. Je n'ai jamais eu besoin de le montrer. Nous vivons bien. Mais pas comme des multimillionnaires. Parce que je n'ai pas besoin de yacht ou de manoir pour me sentir accompli. Cette maison est confortable. C'est suffisant. Le reste de l'argent travaille. Il génère plus d'argent. Il est réinvesti. Je gagnais 180 000 € par an, et je me sentais accompli. Je croyais contribuer de manière significative à nos finances. Tu y contribuais. Chaque apport compte. N'ose pas, sa voix s'est durcie. Ne prétends pas que mon salaire comptait alors que tu as 200 millions d'euros. Ce n'était rien. J'étais une nullité financière. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Les chiffres le disent pour toi. Elle s'est levée brusquement. Pendant des années, j'étais fier de payer la moitié des factures, de contribuer. Et il s'avère que je jouais à la dinette avec un argent qui ne représentait rien pour toi. Ça représentait quelque chose parce que ça venait de toi. Parce que c'était important pour ton sentiment d'indépendance. Mon sentiment d'indépendance? Elle a ri sans joie. Il n'y avait aucune indépendance, Mathias. Tout n'était qu'une illusion. Cette maison, ma carrière, mes clients, mes succès. Tout a été bâti sur ton argent, tes relations, ton pouvoir. J'étais une poupée qui jouait à réussir pendant que tu gérais tout en coulisses. Ce n'est pas vrai. Non. Alors dis-moi, quelle part de ma vie m'appartenait vraiment? Je n'avais aucune réponse susceptible de la satisfaire. Car au fond, elle avait en partie raison. J'avais construit une trop grande part de son monde à son insu. Elle a attendu ma réponse. Lorsqu'elle n'est pas venue, elle a hoché la tête, comme pour confirmer quelque chose. Je déménage, a-t-elle annoncé soudainement. Ces mots sont tombés comme des pierres. Quoi? Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas vivre dans cette maison en sachant qu'elle est à toi. Que tout est à toi. Que je ne suis qu'une invitée dans une vie qui n'a jamais été la mienne. Gloria, cette maison est à toi tout autant qu'elle est à moi. Non. Elle ne l'a jamais été. Tu l'as achetée. Tu as payé chaque centime. J'ai juste signé des papiers qui ne signifiaient rien. Je vivais une fiction pendant que tu possédais la réalité. Où vas-tu aller? Je ne sais pas encore. Un appartement. Quelque chose que je peux me payer moi-même. Quelque chose qui soit vraiment à moi. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la panique, mais plutôt la confirmation que les choses étaient allées plus loin que je ne l'avais prévu. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si. Je dois découvrir qui je suis sans toi. Sans tes relations, sans ton argent, sans l'illusion de succès que tu as fabriquée pour moi. Et nous? Elle m'a regardé longuement. Ses yeux étaient fatigués, tristes, mais également déterminés. Je ne sais pas, Mathias. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un nous à sauver. Parce que le nous que je connaissais était faux. Et le vrai nous, celui qui inclut le vrai toi, c'est quelqu'un que je ne connais pas, tu pourrais apprendre à me connaître, si tu voulais essayer. Peut-être. Mais d'abord, j'ai besoin d'apprendre à me connaître moi-même. La vraie moi, pas la version qui existait dans l'ombre de ton pouvoir. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée sur le pas de la porte de la cuisine. Ce soir-là, au Verdis, quand j'ai fait cette blague. C'était cruel. Je le sais. Je l'ai su au moment même où Ravière t'a adressé la parole. J'ai vu ton visage. J'ai vu que tu ne disais rien, et je me suis senti horrible. Alors pourquoi ne t'es-tu jamais excusé? Parce que j'avais peur.
Peur de ce que ça signifiait, de ce que ça impliquait. Si je m'excusais, j'aurais dû admettre qu'il y avait quelque chose là, quelque chose que je ne comprenais pas. Et je ne voulais pas comprendre. Parce que ça aurait signifié que tout ce que je croyais sur nous était faux. Et maintenant? Maintenant je sais que c'était le cas. Et je dois vivre avec ça. Je dois tout reconstruire de zéro. Découvrir quelles parts de moi sont réelles, et lesquelles n'étaient que les reflets de ton pouvoir. Elle est partie. Je l'ai entendu monter les escaliers. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des vêtements être emballés. Je suis resté assis dans la cuisine, pendant que la lumière de l'après-midi déclinait lentement. Je pensais à la façon dont nous en étions arrivés là, à toutes ces petites décisions accumulées, à tous ces moments où j'aurais pu dire quelque chose, et où je m'en suis abstenu. Mais je pensais aussi à ce rire, à cette humiliation publique, à ces années passées à être invisible, à être considéré comme inférieur, à ne pas être à la hauteur. Et je me demandais si c'était vraiment ce que je voulais. Si c'était la justice, ou simplement une destruction mutuelle. Mon téléphone a sonné. C'était Béatrice. Mathias, il faut que je vous parle de Gloria. Dites-moi. Elle travaille incroyablement dur. Des journées de 16 heures, elle appelle des entreprises dans d'autres villes, essaie de générer des contacts entièrement nouveaux. C'est admirable, honnêtement. Mais ça ne fonctionne pas. Les entreprises qu'elle contacte ont déjà des agences de marketing. Ou ne sont pas en position d'en changer. Ça fait 3 semaines, et elle n'a pas décroché une seule réunion solide. Que voulez-vous dire? Que le temps presse. Il lui reste moins de 5 semaines pour montrer des résultats, et je ne vois pas comment elle va y arriver. Dans cette industrie, les relations mettent des années à se construire. Elle avait les vôtres. Sans elle, elle repart de zéro. Et personne ne repart de zéro à un poste de directrice régionale. Quelle est votre recommandation? Il y a eu une pause. Je pense que nous devrions lui offrir un autre poste. Quelque chose de plus. Junior. Gestionnaire de compte. Peut-être avec une équipe plus restreinte, sans la pression de générer de grosses affaires nouvelles. Ce serait une énorme rétrogradation. Je sais. Mais c'est mieux que de la licencier. Et honnêtement, Mathias, je ne vois pas d'autre option. Quand comptez-vous le lui dire? À la fin de la semaine, une fois que sa période d'évaluation sera officiellement terminée. Je voulais que vous le sachiez en premier. Merci pour cette délicatesse, Béatrice. Je sais que c'est compliqué, mais j'ai pris cette décision en me basant purement sur ses performances, et non sur votre relation avec elle. Je sais. Vous avez fait ce qu'il fallait. Nous avons raccroché. J'ai regardé en direction des escaliers. À l'étage, Gloria faisait toujours ses cartons, se préparant à partir pour essayer de construire sa propre vie. Et dans quelques jours, elle découvrirait que la carrière pour laquelle elle s'était tant sacrifiée, l'identité qu'elle avait si soigneusement bâtie, était sur le point de s'effondrer complètement. Une part de moi voulait l'avertir, la préparer. Mais une autre part savait que c'était nécessaire. Qu'elle devait tomber complètement pour pouvoir se reconstruire correctement. Le silence de la maison semblait plus profond maintenant, comme si elle retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Gloria a déménagé ce week-end-là. Elle a trouvé un petit appartement en centre-ville. Un endroit moderne mais exigu, le genre d'espace qu'un cadre moyen pouvait confortablement se permettre. Je l'ai aidé à charger ses affaires dans la voiture. C'était étrangement civilisé. Pas de cris, pas de drame. Juste 2 personnes démantelant 12 ans de vie commune en silence. Avant de partir, elle s'est arrêtée sur le pas de la porte. Je ne vais pas te demander d'argent. Pour que tu sois au courant, je vais faire ça toute seule. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Bien. Elle a hésité un instant. Vas-tu demander le divorce? La question m'a pris au dépourvu. Non pas parce que je n'y avais pas pensé, mais parce qu'elle l'a posé la première. Est-ce ce que tu souhaites? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que je dois le demander, parce que tout ça. Tout ce qui se passe ressemble à une fin. C'est peut-être une fin. Ou peut-être que c'est une pause. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Elle a hoché la tête. Moi non plus. Elle est montée dans la voiture. Je t'appellerai quand je serai installé. Je l'ai regardé s'éloigner.
La voiture a disparu au bout de la rue. Immédiatement, la maison m'a semblé différente. Plus vide, mais aussi plus honnête, d'une certaine manière. Le lundi suivant, j'ai su que Béatrice avait eu la fameuse conversation avec Gloria. Ce n'est pas Gloria qui me l'a dit, mais Audrey-Anne, qui m'a appelé tôt le matin. Béatrice lui a parlé hier. Elle lui a offert le poste de gestionnaire de compte. Comment l'a-t-elle pris? Comment t'y attendrais-tu? Elle a pleuré. Elle s'est mise en colère. Elle a dit que c'était injuste, qu'elle avait besoin de plus de temps. Béatrice a cédé. Elle n'est pas restée ferme. Elle lui a donné deux options, accepter le nouveau poste avec une baisse de salaire à 90 000 €, soit la moitié de ce qu'elle gagnait. Un coup dévastateur pour quelqu'un qui avait construit son identité sur son ascension hiérarchique. Qu'a-t-elle décidé? Elle a demandé le week-end pour y réfléchir. Elle a jusqu'à vendredi pour donner une réponse. Nous avons raccroché. J'ai fixé mon téléphone, attendant que Gloria m'appelle, qu'elle me crie dessus, qu'elle me tienne pour responsable. Quelque chose. Mais elle n'a pas appelé. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Le mercredi, j'ai finalement reçu un court message, très direct, il faut que je te parle. Peux-tu venir à l'appartement ce soir? Je suis arrivé à 19 h. L'appartement était plus petit que je ne l'imaginais. Une chambre, une cuisine ouverte, une vue sur d'autres immeubles. Tellement différent de la maison spacieuse avec jardin que nous avions partagée. Gloria a ouvert la porte. Elle avait l'air épuisée, amincie, avec de profondes cernes sous les yeux. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Quelque chose de moins poli, mais de plus authentique. Merci d'être venu. De quoi as-tu besoin? Nous nous sommes assis sur son petit canapé. Elle tenait une tasse de thé entre ses mains. Elle la serrait comme si elle avait besoin de sa chaleur. Béatrice m'a proposé de rester en tant que gestionnaire de compte. 90 000 € par an. Sans équipe à moi. En relevant de quelqu'un qui, avant, relevait de moi. Je sais. Bien sûr que tu sais. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix. Juste de la résignation. Audrey-Anne te tient informé de tout. C'est mon investissement. Oui, il me tient informé. Je vais accepter l'offre. Cela m'a surpris. Tu vas accepter la rétrogradation? Quel autre choix ai-je? Si je démissionne, qui va m'embaucher? Ma réputation dans le secteur est détruite. Tout le monde sait que mes connexions venaient de toi, que mes principaux clients avaient des liens avec toi. Aucune agence de marketing ne voudra de moi. Tu pourrais essayer dans une autre ville, recommencer là où personne ne te connaît. J'y ai pensé. Mais ce serait lâche. Ce serait fuir. Et j'ai suffisamment fui. J'ai fui la vérité sur nous, sur moi. Je ne vais plus fuir. Je l'ai regardé avec ce qui aurait pu être du respect. Donc, tu vas rester et tout reconstruire depuis le bas de l'échelle? Je vais rester, et prouver que je peux le faire sans ton ombre, sans tes connexions, avec pour seules armes mon travail et mes vrais efforts. Elle m'a regardé directement. Tu sais ce qui est le plus étrange? Une part de moi est soulagée. Soulagée. Oui. Pendant des années, j'ai ressenti cette pression constante. Être parfaite, être brillante, monter toujours plus haut. Et je ne comprenais jamais d'où venait cette pression. Maintenant, je sais que c'est parce que, inconsciemment, je savais que quelque chose clochait. Que mon succès était trop facile, trop rapide. Elle a pris une gorgée de thé. En tant que gestionnaire de compte, personne n'attend de moi que je sois extraordinaire. Juste compétente. Et c'est peut-être tout ce que je suis vraiment, compétente. Pas brillante, pas exceptionnelle, juste douée dans mon travail. Tu es bien plus que ça. Comment le sais-tu? Comment pourrais-je le savoir? Je n'ai jamais eu l'occasion de le découvrir. Je n'avais pas vraiment de réponse à cela. Je t'ai blâmé pour tout, a-t-elle poursuivi. Pour m'avoir caché la vérité, pour avoir bâti ma réussite en secret, pour m'avoir laissé tomber quand j'ai tout découvert. Mais j'ai beaucoup réfléchi, ces dernières semaines. Et j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc? Que tu n'es pas le seul coupable ici. Je le suis aussi. Parce qu'en 12 ans, je ne t'ai jamais vraiment posé de questions sur ta vie, sur ce que tu faisais,
sur qui tu étais en dehors d'être mon mari. J'ai supposé que tu étais inférieur à moi. Et cette supposition m'arrangeait bien. Pourquoi t'arrangeait elle? Parce qu'elle me donnait l'impression d'être puissante. De sentir que j'étais celle qui réussissait, celle qui était importante, celle qui brillait. Si j'avais connu la vérité, j'aurais dû partager cette vedette. Ou pire, j'aurais été complètement dans ton ombre. Elle a essuyé ses yeux, bien qu'elle ne pleurait pas, c'était juste un geste préventif. Ce soir-là, au Verdis, quand j'ai dit que tu n'étais là que pour la nourriture gratuite. Ce n'était pas juste une blague. C'était ma façon de maintenir cette fiction. De rappeler à tout le monde, et de me rappeler à moi-même. Que c'était moi la personne importante. Et que tu n'étais qu'un accessoire. Ça a fait mal. Je sais. Et j'en suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pas seulement pour cette blague, mais pour ces 12 années passées à ne pas te voir, à ne pas te valoriser, à te traiter comme si tu étais invisible. Ces mots sont restés suspendus entre nous. Des excuses que j'avais attendues pendant des semaines, mais qui, désormais, avaient un goût doux amer. Elles arrivaient trop tard, quand tout était déjà brisé. « Acceptes-tu mes excuses ?» a-t-elle demandé à voix basse. Je les accepte. Mais je ne sais pas si ça change quoi que ce soit. Je sais. Je ne m'attends pas à ce que ça change quelque chose. J'avais juste besoin de le dire. J'avais besoin de l'entendre. Nous sommes restés silencieux un instant. Dehors, la ville bourdonnait de sa vie nocturne. Des voitures passaient, des gens riaient dans la rue. Le monde continuait de tourner, indifférent à notre petit drame. « Restes-tu chez Quantum ?» ai-je demandé. Pour le moment, jusqu'à ce que je puisse me bâtir un vrai CV, prouver que je peux faire le travail sans aide. Ensuite, peut-être que je chercherai autre chose, quelque chose qui soit entièrement à moi. Ça va prendre du temps. J'ai le temps. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir tout le temps du monde. Parce que je ne cours plus après quelque chose. Je me contente d'exister, d'apprendre qui je suis quand personne n'attend rien de moi. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. La ville s'étendait devant elle, infinie et indifférente. Monica m'a appelé hier. Celle qui a démissionné. Que voulait-elle? S'excuser. Elle a dit qu'elle avait démissionné parce que l'atmosphère était devenue toxique après que tout ait éclaté, mais qu'elle n'avait jamais pensé que j'étais une fraude. Qu'elle voyait mon travail, et qu'elle savait que j'étais doué. C'est déjà ça. C'est la seule chose que j'ai, pour le moment. L'opinion d'une personne qui a travaillé avec moi et qui a vu ma vraie valeur. Elle s'est tournée vers moi. M'as-tu jamais vu ainsi? As-tu déjà pensé que j'étais vraiment doué dans mon travail? La question m'a désarmé. J'ai toujours pensé que tu étais doué. C'est pour ça que je me sentais à l'aise de t'aider. Je savais que les opportunités ne seraient pas gâchées, que tu en ferais quelque chose. Mais pas assez doué pour y arriver par moi-même. Ce n'est pas ça. C'est que le monde de l'entreprise ne se résume pas qu'au talent. Il est question de connexion, d'opportunité, d'être au bon endroit au bon moment. J'avais ces choses-là. Les partager avec toi me semblait naturel. Mais tu ne m'as pas laissé les mériter par moi-même. Tu me les as donnés, et maintenant, je ne saurais jamais si j'aurais pu le faire toute seule. Elle avait raison. J'avais été généreux, mais j'avais aussi été condescendant. J'avais supposé qu'elle avait besoin de mon aide, sans jamais lui demander si elle en voulait. Que se passe-t-il maintenant pour nous, ai-je demandé. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai besoin de temps, d'espace. J'ai besoin de découvrir qui je suis sans toi, avant de savoir s'il y a un nous possible. Combien de temps? Je ne sais pas. Des mois, peut-être plus. Peux-tu attendre? La question planait entre nous, lourde, décisive. Je peux attendre. Mais Gloria, j'ai besoin de savoir que je n'attends pas une version de toi qui n'existe plus. Si nous essayons de reconstruire quelque chose après tout ça, il faudra que ce soit avec les vraies personnes que nous sommes devenues. Pas avec les illusions que nous avions avant. D'accord? Les vraies personnes. Pas d'illusions. Nous nous sommes regardés un instant de plus. Deux étrangers qui avaient été mariés pendant 12 ans. Deux personnes qui apprenaient à se voir pour la première fois. Je me suis levé pour partir. Sur le pas de la porte, je me suis arrêté.
Pour ce que ça vaut, je t'ai toujours vu. J'ai toujours su qui tu étais. Le problème n'a jamais été que j'étais invisible pour moi-même. Le problème, c'est que j'étais invisible pour toi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais. Et je vais devoir vivre avec ça. 3 mois ont passé. 3 mois durant lesquels Gloria et moi nous sommes à peine parlé. De temps en temps, des SMS courts et fonctionnels, concernant des documents légaux ou des comptes communs qu'il fallait clôturer. Rien de personnel, rien de profond. J'ai repris ma routine. Mais quelque chose avait changé. Je ne me cachais plus. J'assistais à des événements d'affaires, j'acceptais les invitations à des galas et à des dîners d'entreprise. J'utilisais mon nom complet. Je laissais les gens savoir qui j'étais, et les gens ont commencé à le remarquer. Des invitations à siéger à des conseils d'administration, des offres pour participer à de nouveaux projets. Une reconnaissance que j'avais toujours évitée parce que je n'avais pas besoin de validation externe. Mais maintenant, je l'acceptais. Non par ego, mais parce que j'avais cessé de me cacher. Un soir, j'étais à un dîner de charité. L'un de ces événements où les hommes d'affaires font des dons et réseautent, tout en faisant semblant de se soucier de la cause. J'avais acheté une table de 10 places. J'y avais invité Audréan et quelques autres associés. Et puis, je l'ai vue. Gloria. À l'autre bout de la pièce, vêtue d'un tailleur gris perle que je ne lui connaissais pas. Plus simple que les robes élégantes qu'elle portait autrefois. Elle discutait avec un groupe de personnes. Sa posture était différente. Moins répétée, plus authentique. Nos regards se sont croisés une seconde. Elle a fait un léger signe de tête. J'ai fait de même. Et puis, nous sommes tous deux retournés à nos conversations respectives. Audréan a remarqué l'échange. Savais-tu qu'elle serait là? Non, mais c'est une petite ville dans ses cercles. C'était inévitable. Vas-tu lui parler? Si elle veut me parler, elle sait où me trouver. Elle ne m'a pas parlé ce soir-là. Mais je l'ai observée discrètement. Je l'ai vue interagir avec des gens que je ne connaissais pas. Je l'ai vue évoluer dans la salle avec une assurance plus calme qu'auparavant. Elle n'essayait plus d'impressionner. Elle se contentait d'être là. À la fin de la soirée, alors que je me dirigeais vers la sortie, quelqu'un m'a interpellé. Béatrice. Mathias, quelle surprise de vous voir ici. Béatrice, comment allez-vous? Bien. Très bien. Elle a regardé vers l'endroit où Gloria se tenait quelques minutes plus tôt. Je suppose que vous savez qu'elle est là. Je l'ai vue. Elle fait du bon travail depuis quelques mois. Plus calme, moins anxieuse. Je crois que la rétrogradation, bien que difficile, a été la meilleure chose pour elle. Je suis heureux de l'entendre. Elle a décroché son premier nouveau client la semaine dernière. Une entreprise technologique de taille moyenne. Rien d'énorme, mais c'est un client entièrement à elle. Aucun lien avec vous. Elle l'a mérité par ses présentations, son suivi constant, et son vrai travail. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. De la fierté, peut-être, ou du soulagement. C'est bien. Ça l'est. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. Béatrice a hésité. Je pensais aussi que vous devriez savoir que certains de ses anciens clients, ceux qui ont des liens avec vous, ont commencé à poser des questions sur elle. Ils veulent retravailler avec elle. Et que leur répondez-vous? Qu'ils doivent lui parler directement. Mais honnêtement, Mathias, je pense qu'elle va refuser. Elle construit quelque chose qui lui appartient en propre. Elle ne veut rien qui puisse être entaché par une association avec vous, même si cela signifie gagner moins. Elle a toujours été têtue. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de l'intégrité. Elle est en train de la redécouvrir, mais elle est bien là. Béatrice a pris congé. Je suis resté un instant dans le hall de l'hôtel, pensant à Gloria, à la façon dont elle était tombée, et à la façon dont elle se relevait. Mon téléphone a sonné. Un SMS de sa part. Merci de ne pas m'avoir approché ce soir. Je n'étais pas prête. Je comprends. Quand tu le seras, je serai là. Je sais. Et peut-être bientôt. Mais pas encore. J'ai rangé mon téléphone, et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. La ville brillait autour de moi, pleine de vie, pleine de possibilités. Les semaines qui ont suivi ont apporté des changements inattendus.
Javier m'a appelé pour m'informer que Gloria avait de nouveau essayé de réserver au Verdis. Cette fois, elle n'avait pas mentionné mon nom. Elle s'était simplement enquise poliment des disponibilités. Que lui avez-vous dit? Que nous avions une table disponible dans 6 semaines. Elle a accepté sans se plaindre, sans demander de faveur. Très différent de la dernière fois. J'ai souri. Donnez-lui la meilleure table quand elle viendra. Et Javier, traitez-la bien. Mais pas pour moi, pour elle. J'ai également appris, par Audréan, que Gloria avait rejeté 2 offres de la part d'anciens clients. De gros clients qui auraient considérablement boosté ses chiffres. Elle les avait déclinés poliment, en expliquant qu'elle se concentrait sur la construction de nouvelles relations sans conflit d'intérêt préalable. Elle joue sur le long terme, m'avait dit Audréan. Sacrifier des gains immédiats pour une crédibilité à long terme. C'est intelligent. Elle l'a toujours été. Elle avait juste besoin de l'occasion pour le prouver. Penses-tu que vous vous remettrez ensemble? La question m'a pris de court. Je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas, le souhaites-tu? Je veux qu'elle soit heureuse, et qu'elle découvre qui elle est vraiment. Si, après ça, il y a de la place pour nous, on verra. Mais je ne vais pas la presser. Je ne vais rien manipuler. Pour la première fois de notre mariage, tout doit découler d'un choix sincère. Un samedi après-midi, 4 mois après son déménagement, Gloria s'est présentée à la maison. Notre maison. Celle qui était désormais techniquement seulement la mienne, mais qui semblait toujours appartenir à nous deux. Elle a sonné. Quand je lui ai ouvert, elle avait l'air nerveuse, mais déterminée. Je peux entrer? Bien sûr. Nous sommes allés dans le salon. Cette pièce où nous avions eu tant de conversations difficiles, où tout avait commencé à s'effondrer, mais aussi où tout avait commencé à se reconstruire. J'ai signé mon premier gros contrat, a-t-elle annoncé sans préambule. 200 000 € par an. Un cabinet de conseil qui veut revoir toute son image de marque. Félicitations. Merci. C'est entièrement le mien. Je les ai rencontrés lors d'un événement de réseautage. J'ai fait 3 présentations. J'étais en concurrence avec 2 agences plus grandes, et j'ai gagné au mérite. Aucune connexion, aucune faveur, juste du travail. La fierté dans sa voix était palpable. Réelle. Mérité. Je suis fier de toi. Merci. Ça veut dire quelque chose, venant de toi. Elle s'est assise. Béatrice m'a proposé une promotion. Manager. Pas aussi haut que directrice régionale, mais plus que ce que j'ai maintenant. Avec ma propre petite équipe. Encore une fois, vas-tu accepter? J'ai déjà accepté, mais à mes conditions. Je lui ai dit que j'avais besoin de rapports trimestriels transparents, et que tout client ayant un lien avec toi, ou avec ton réseau, devait être assigné à un autre manager. Je vais construire mon portefeuille de manière totalement irréprochable. Ça va rendre les choses plus difficiles. Je sais. Mais c'est la seule façon de bien faire les choses. La seule façon de savoir que ce que je construis est réel. Nous sommes restés silencieux un moment. Un silence beaucoup plus confortable que les précédents. J'ai commencé une thérapie, a-t-elle dit soudainement. Ah oui? Oui. 2 fois par semaine. Je travaille sur mon besoin de validation externe. Sur la façon dont j'ai construit mon identité sur des réussites professionnelles. Au lieu de savoir qui je suis en tant que personne. Et sur la raison pour laquelle j'avais besoin que tu sois invisible pour que je puisse briller. Ça a l'air constructif. C'est douloureux, mais constructif. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mon thérapeute dit que j'ai passé 12 ans à bâtir une relation transactionnelle avec toi, sans m'en rendre compte. Tu fournissais la stabilité et le soutien invisible. Moi, je fournissais l'image de la réussite, qui justifiait ton invisibilité. Nous en tirions tous les deux quelque chose. Mais aucun de nous n'avait de véritable intimité. C'est logique. As-tu suivi une thérapie? Non. Mais j'ai beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être invisible. Si c'était vraiment pour te protéger, ou pour me protéger moi-même du fait de devoir me montrer vulnérable. Et qu'en as-tu conclu? Que c'était probablement un peu des deux. Il était plus facile de tout contrôler depuis l'ombre, que de risquer d'être vu et, potentiellement, rejeté. Elle a hoché la tête lentement. Donc, nous nous cachions tous les deux.
Juste de manière différente. Il semblerait. Nouveau silence. Celui-ci plus profond, plus honnête. Je ne sais pas si nous pourrons réparer ça, a-t-elle fini par dire. Je ne sais pas s'il y a assez de vrai en nous pour reconstruire. Je ne le sais pas non plus. Mais je crois que j'ai envie d'essayer. Pas maintenant. J'ai encore besoin de temps. Mais éventuellement, si tu le souhaitais. Je le souhaite. Mais tu as raison. Nous avons besoin de temps. Nous devons construire quelque chose de complètement nouveau, pas réparer l'ancien. Parce que l'ancien était brisé depuis le départ. Quelque chose de nouveau, a-t-elle répété. J'aime comment ça sonne. Elle s'est levée. Je devrais y aller. Je voulais juste te parler du contrat, et de tout le reste. Je suis heureux que tu sois venu. À la porte, elle s'est arrêtée à nouveau. Mathias. M'as-tu déjà aimé? Vraiment? Oui. Toujours. Même quand j'étais invisible. Même quand ça faisait mal de l'être. Je t'aimais aussi. Je ne savais juste pas comment te le montrer d'une façon qui compte pour toi. Je sais. Elle est partie. Cette fois sans larmes, sans drame. Juste deux personnes qui apprenaient à être honnêtes l'une envers l'autre, pour la première fois. 6 mois après cette fameuse nuit, je me suis retrouvé assis dans le même restaurant, le Verdis. Mais cette fois-ci, c'était différent. Javier m'avait préparé ma table habituelle, celle près de la fenêtre, avec vue sur la ville illuminée. Mais je n'étais pas seul. Gloria est arrivée à l'heure, habillée élégamment, mais sans ostentation. Sa confiance en elle était différente, désormais. Plus calme, plus authentique. Elle s'est assise en face de moi, et a souri d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Merci d'être venu, ai-je dit. Merci de m'avoir invité dans les règles de l'art, cette fois avec un préavis de 2 semaines, et tout ce qui va avec. Nous avons ri. Un rire authentique, sans venin, dénué du poids de l'histoire. Nous avons commandé. Au début, nous avons parlé de choses simples, son travail, mes investissements, la ville, le temps qu'il faisait. Comme 2 personnes apprenant à se connaître pour la première fois. Mon équipe a signé 3 nouveaux contrats ce mois-ci, m'a-t-elle raconté avec une fierté évidente. Tous générés par nous. Aucune connexion héritée, aucune faveur. Béatrice m'a dit que je faisais partie des managers les plus performants, maintenant. C'est incroyable. Ça l'est. Et le meilleur dans tout ça, c'est que quand on me félicite, je sais que c'est réel. Je sais que je l'ai mérité. Je n'ai plus ce doute constant à l'esprit, à me demander si j'ai juste eu de la chance, ou si quelqu'un m'a aidé sans que je le sache. Ça doit être libérateur. C'est épuisant, aussi. C'est beaucoup plus difficile sans raccourci. Mais ça en vaut la peine. Le dîner s'est poursuivi. Nous avons parlé plus en profondeur de ce que nous avions appris ces derniers mois, de qui nous étions devenus. Mon thérapeute dit que je suis prête, a soudainement lâché Gloria. Prête à quoi? À réessayer avec toi. Si tu le souhaites. Ces mots planaient entre nous. Important. Définitif. Qu'est-ce que réessayer signifie pour toi, ai-je demandé. Ça signifie apprendre à se connaître pour de vrai. Sans masque. Sans rôle prédéfini. Je ne suis pas la femme à succès qui a besoin de briller plus fort que toi. Tu n'es pas le mari invisible qui soutient tout depuis l'ombre. Nous sommes juste Mathias et Gloria. 2 personnes qui ont commis des erreurs. Mais qui peuvent peut-être construire quelque chose de vrai, cette fois. Et concrètement, à quoi cela ressemble-t-il? À des rendez-vous comme celui-ci. Apprendre à se connaître, sans vivre ensemble pour le moment. Sans supposer que parce que nous étions mariés, nous savons déjà tout l'un de l'autre. Repartir de zéro, mais avec l'avantage d'avoir appris de nos erreurs. J'ai réfléchi à ces paroles. J'aime cette idée. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose avant. Quoi donc? Pourquoi veux-tu réessayer? Est-ce parce que je te manque, ou parce que ce que je représentais te manque? La sécurité, les relations, la vie confortable. Elle ne s'est pas offusquée de la question. En fait, elle semblait s'y attendre. C'est une question légitime. Il y a 3 mois, je n'aurais pas pu y répondre honnêtement. Mais maintenant, je le peux. Tu me manques. Pas ce que tu avais.
ni ce que tu pouvais faire pour moi. Les conversations que nous aurions pu avoir si j'avais été attentive me manquent. Le fait de vraiment connaître la personne avec qui j'ai partagé 12 ans de ma vie me manque. Et ce que nous pourrions être, si nous faisons les choses correctement, me manque. Et si ça ne marche pas? Si on essaie, et qu'on découvre qu'on n'est pas compatible quand on est tous les deux honnêtes. Alors, au moins, on le saura. Au moins, on aura essayé pour de vrai. Sans mensonge, sans dynamique de pouvoir déséquilibré. Juste deux personnes qui cherchent à savoir si elles sont faites l'une pour l'autre. Nous avons terminé notre dîner. Javier est passé à notre table. Est-ce que tout s'est bien passé? Parfaitement, ai-je répondu, comme toujours. Il a souri, puis s'est tourné vers Gloria. Madame Gloria, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. J'espère vous voir plus souvent. Merci, Javier. Je l'espère aussi. Alors que nous nous levions pour partir, Gloria a regardé autour du restaurant. Tu sais ce qui est étrange? Je suis venu ici des dizaines de fois en 12 ans. Mais c'est la première fois que je le vois vraiment. La première fois que j'apprécie à quel point cet endroit est beau, à quel point il est spécial. Avant, ce n'était qu'une scène pour mes événements. Maintenant, c'est un endroit bien réel. C'est une belle métaphore pour beaucoup de choses. En effet, nous sommes sortis. La nuit était claire. La ville vibrait d'énergie. Je peux te ramener chez toi, lui ai-je proposé. Ça me ferait plaisir. Dans la voiture, le silence était apaisant. Elle regardait par la fenêtre. Je conduisais comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant, mais l'atmosphère était différente. Nous sommes arrivés à son appartement. Elle n'est pas sortie tout de suite. Mathias, il y a autre chose que je dois te dire. Je t'écoute. Ce soir-là, au Verdis, quand j'ai dit que tu n'étais là que pour la nourriture gratuite. C'était le moment le plus embarrassant de ma vie. Non, quand Javier t'a adressé la parole, ça, c'est venu après. Le vrai moment embarrassant, c'est quand je l'ai dit. Parce qu'à cet instant précis. Avant même que quoi que ce soit d'autre n'arrive, je savais que j'étais cruel. Je savais que je te réduisais à néant, devant des gens qui n'en valaient pas la peine. Et je l'ai fait quand même, parce que ça me donnait un sentiment de puissance. Tu t'es déjà excusé pour ça. Je sais. Mais je ne t'ai pas dit ceci, merci de ne pas m'avoir défendu lors de cette réunion du conseil. Merci de m'avoir laissé tomber. Parce que j'avais besoin de tomber. J'avais besoin de perdre tout ce qui, je le croyais, me définissait. Pour découvrir qui j'étais vraiment en dessous de tout ça. C'était difficile de ne pas me défendre? Mais tu l'as fait quand même. Et c'est le plus grand acte d'amour que quelqu'un ait jamais eu à mon égard. Parce que tu m'as aimé suffisamment pour me laisser affronter les conséquences de mes actes. Pour me laisser grandir. Elle s'est penchée, et m'a déposé un baiser sur la joue. Doux, bref, mais lourd de sens. Bonne nuit, Mathias. Bonne nuit, Gloria. Je l'ai regardé entrer dans son immeuble. J'ai attendu que la lumière de son appartement s'allume. Puis j'ai pris le chemin du retour. Vers cette grande maison, cette maison qui n'était désormais que la mienne, mais qui, un jour peut-être, redeviendrait la nôtre. Si nous le choisissions tous les deux. Si nous étions tous les deux prêts. Je me suis assis dans le salon plongé dans le noir, pensant à tout ce qui s'était passé. À la façon dont une seule nuit, une seule phrase, avait fait s'effondrer 12 ans d'illusions, mais avait aussi créé quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus honnête, de plus difficile, mais de plus réel. Gloria avait raison. L'erreur n'était pas qu'elle se soit moquée de moi. L'erreur était d'avoir bâti un mariage sur de fausses hypothèses, sur des rôles qu'aucun de nous n'avait remis en question, et sur un pouvoir qui n'aurait jamais dû être aussi déséquilibré. Et maintenant, après toute cette douleur, après toute cette destruction, nous avions la chance de construire autre chose. Quelque chose basé sur des personnes réelles, sur des choix conscients, sur un respect mutuel mérité, et non présumé. Je ne savais pas si ça marcherait. Je ne savais pas si Gloria et moi pourrions transformer ce nouveau départ en quelque chose de durable. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais de l'espoir. Un véritable espoir. Non pas fondé sur des illusions ou un pouvoir caché, mais sur la possibilité que deux personnes se voient enfin avec clarté. Mon téléphone a vibré. Un message de Gloria.
Merci pour ce soir. De m'avoir vu. De m'avoir laissé te voir. C'est à moi de choisir le prochain rendez-vous. Prépare-toi. J'ai souri dans le noir. J'ai répondu, je suis prêt. Et je l'étais. Après tant d'années d'invisibilité, après des mois de destruction et de reconstruction, j'étais enfin prêt à être vu, à voir, et à tenter quelque chose de vrai. Le silence de la maison ne me semblait plus vide. Il résonnait de possibilités, comme cet espace suspendu entre une fin et un commencement. Comme ce moment précis, juste avant que quelque chose de nouveau ne commence à prendre forme. Et j'ai décidé que cela me suffisait.